Bienvenue à tous à ce numéro de santé pluriel, une bonne trentaine de minutes aujourd'hui pour parler de la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Hippolyte Mwakanzal, le coordonnateur du programme de santé sexuelle et reproductive au sein de l'organisation internationale Save the Children, et avec lui nous allons nous entretenir autour de cette question et voir comment est-ce que cette organisation Save the Children promeut la santé sexuelle et reproductive ici dans le pays. Bonjour Monsieur Hippolyte. Bonjour madame. Et bienvenue sur ce plateau de santé plurielle. Nous allons parler avec vous d'un modèle que vous implémentez. Vous, c'est donc Save the Children dans la capitale de la RDC, Kinshasa. Mais avant cela, puisque le sujet c'est la santé, nous allons parler autour de la santé sexuelle et reproductive donc des adolescents. Vous êtes le coordonnateur de ce programme au sein de Save the Children. Alors, parlez-nous un peu de la santé sexuelle et reproductive des adolescents en général. Pourquoi est-ce que c'est si important de parler de ce sujet? Merci madame. Merci de l'occasion que vous me donnez une fois de plus de passer à votre émission. J'apprécie beaucoup. Je vous en prie. Effectivement, nous travaillons depuis un certain temps dans le programme de santé sexuelle et de la reproduction des adolescents. Vous savez que quand une personne naît, elle grandit, elle passe par plusieurs étapes. Il y a l'étape de l'enfance, il y a l'étape de la puberté, de l'adolescence, et la personne devient adulte. Alors, après l'enfance, l'enfant connaît des transformations physiques de son corps, que ce soit la jeune fille ou le jeune garçon. Ces transformations ne sont pas que physiques, mais sont aussi physiologiques. Et ces transformations amènent même le changement psychologique chez l'enfant. C'est-à-dire que chez l'enfant, il naît d'autres besoins qui n'existaient pas avant. Entre autres, l'attrait d'un sexe vers un autre. Donc la jeune fille a envie de s'approcher du jeune garçon parce qu'il voit aussi entre-temps ses organes de reproduction se développer. Et le garçon a aussi un attrait vers la jeune fille. Okay. Ce qui est normal. C'est une évolution normale. Mais il naît en même temps cette pulsion-là qu'il faut absolument gérer. Pour plusieurs raisons. Parce que le corps amorce le développement pour devenir adulte, la personne n'est pas encore adulte. Donc la phase de maturation n'est pas achevée par la personne. Okay. Mais c'est une préparation. Il y a certaines fonctions qui peuvent être assurées par ce jeune gens qui n'a que 10 ans, ou la jeune fille qui n'a que 10 ans. Malgré qu'on observe déjà des transformations. Bien qu'elle commence à avoir cette première menstruation, oui. Mais elle n'est pas capable de recevoir une nouvelle vie. Okay. Le corps, donc la fécondation peut se faire, la reproduction peut avoir lieu, mais est-ce que son corps physiquement est préparé à accueillir l'enfant et à assurer son développement? Ça du point de vue physique. Est-ce qu'économiquement et socialement, cet enfant de 10 ans est prêt à accueillir l'enfant? Donc, il naît des pulsions chez l'enfant qu'il faut absolument gérer. Des pulsions qui sont normales, ça ne doit pas être une frustration. Mais notre programme est pour aider l'enfant d'abord à comprendre que c'est normal cette transformation-là, que ça survient, et mais aussi comment le gérer. Quels sont les besoins qui sont normaux et quelles sont les informations qu'on doit mettre à la disposition de cet enfant. Et en cas où il y a des problèmes, comment le prendre en charge. Et dans notre environnement, l'adolescent ne doit pas être vu comme un être extraordinaire parce qu'il a des besoins. Il faut que son entourage aussi comprenne que chez cet être-là, il y a des transformations. Cet être cherche à affirmer sa personnalité. Donc, l'environnement doit pouvoir comprendre, tout le monde doit pouvoir comprendre. Voilà ce programme, parce que si on ne gère pas bien cette pulsion-là, il y a des maladies qui sont sexuellement transmissibles, des infections sexuellement transmissibles. Il y a les VIH que vous connaissez. Il n'y a pas que ça. Il y a des grossesses précoces. Précoces, il y a des grossesses précoces. Le corps n'est pas encore préparé. Une grossesse qui survient, c'est une grossesse à risque et ça prédispose la future maman peut-être à des dégâts terribles qui peuvent aller jusqu'au décès. Donc tout ça, il faut prévenir.
Même dans l'affirmation de sa personnalité, il y a des pulsions qui naissent. Il y a des enfants qui subissent des déviations à ce moment-là, qui commencent à prendre de la drogue. Ah oui. Parce que là, s'affirmer comme personne. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent s'observer autour de l'enfant. Si on n'encadre pas, et voilà, l'enfant peut être perdu. Ok. Donc notre programme, justement, c'est pour aider ces jeunes adolescents à comprendre d'abord les transformations et ses besoins, lui donner des informations correctes et lui assurer des services de qualité adaptés à son âge qui tiennent compte du genre. Ouais. Voilà. Et de ce besoin. Et donc, d'où ces programmes pour encadrer les jeunes. Mais vous avez parlé de l'environnement de ces jeunes qui est aussi très important parce que il faut comprendre les changements qui arrivent chez l'adolescent. Est-ce que ce programme tient compte aussi de l'environnement qui entoure l'adolescent? Merci. Effectivement, notre modèle d'intervention prend en compte l'environnement de l'enfant. C'est-à-dire, avant de lancer ce programme, qui est au fait un programme de transformation de normes sociales en rapport avec la santé sexuelle et reproductive de l'adolescent, nous avons mené une étude pour connaître le véritable problème de l'environnement. Donc, qui sont les référents sociaux pour l'adolescent? Chez qui les adolescents se réfèrent pour avoir des informations? Quel est le comportement de ces autres-là qui sont autour de l'adolescent par rapport à ces problèmes? Nous avons identifié toutes ces personnes que nous avons considérées comme des référents sociaux. Okay. Les parents, dont l'étude a montré que les parents sont des référents sociaux pour les adolescents. Les enseignants qui passent beaucoup de temps avec l'adolescent à l'école sont ces référents sociaux. Les leaders communautaires qui sont, ça peut être des pasteurs, ça peut être des chefs de rue, ça peut être, ont une influence sur l'adolescent. Ceux qui prestent dans les secteurs de la santé, parce que si l'enfant a un problème de santé, il doit se rendre dans la structure de santé. Donc, les infirmiers, le médecin, toutes les personnes qui contribuent à la prise en charge de problèmes de santé sont aussi des références sociaux de ces adolescents. Okay. Et nous avons juste, ça nous a permis de les identifier, de monter un modèle d'intervention qui s'adresse aux barrières de que développe chaque type de référence sociaux de l'adolescent. Les parents, les... Oui. Et notre modèle, nous l'appelons le modèle socio-écologique. Okay. Nous voulons intervenir en faveur de l'enfant, mais on tient compte de ses parents. Donc il faut impliquer ses parents. Nous avons des actions avec les parents. Il faut impliquer ses enseignants. Okay. Il faut impliquer les prestataires de soins. Il faut impliquer les autres membres de la communauté qui sont autour de l'enfant. Et le modèle que vous avez mis en place ici à Kinshasa, c'est le modèle Bien Grandir. Oui, notre modèle, nous appelons Bien Grandir. Peut bien grandir, donc ça permet à l'enfant de bien grandir. Par ce nom-là, l'enfant va bien grandir. Quoi. Donc qui ne perde pas son avenir, mais qui grandisse. Souvent les normes, j'allais dire normes, mais est-ce qu'il y a des normes, mais pour que l'enfant puisse avoir la bonne santé. Ça peut bien grandir. Oui. Alors, ce modèle, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'enfant qui est au centre de l'intervention de l'adolescent. De 10 à 19 ans. Bon, en principe, c'est jusqu'à 18 ans. Mais nous avons élargi, vous savez, il y a des personnes qui peuvent commencer le programme pendant qu'ils ont 18 ans. Vous n'avez pas fini le programme, il a 19 ans. Alors, on a inclus ceux de 19 ans qui sont, en principe, ne sont pas des adolescents, sont des jeunes. Nous avons mis parce que les gens peuvent commencer le processus à 18 ans et ne pas le finir avant que 18 ans ne soient révolus. Donc, nous avons inclus 19 ans. Et nous adressons aux enfants. Je vais revenir, il y a chaque type d'intervention pour chaque catégorie. D'accord. Nous avons les interventions pour les parents, nous avons les interventions pour les prestataires de soins, les interventions pour les enseignants. Pour un maximum de résultats, en fait. Oui, pour un maximum de résultats. Donc, parce que nous voulons transformer l'environnement, les gens trouvent normal. Okay. Déjà, même quand nous disons santé sexuelle et de la reproduction, il y a des gens qui sont offusqués. Oui. Parce qu'il y a le terme sexe qui vient, ça gêne beaucoup de gens, alors que c'est un organe. C'est un organe, donc ça offusque beaucoup de gens. Donc, il faut que les gens comprennent qu'il y a des problèmes. C'est des concepts en fait qui renvoient à des réalités qui sont tout à fait naturelles chez un être humain. Oui, qui sont naturelles, mais parfois les gens font la fausse pudeur de ne pas parler de la réalité. Oui, et la réalité, elle surgit justement quand on voit des conséquences de manque d'encadrement. Voilà, quand on veut sauver les mœurs, il faut attaquer les problèmes par les temps. Il faut vraiment adresser les problèmes tels qu'ils se posent.
Ok. Et donc, le modèle Bien Grandir, il est implémenté ici à Kinshasa dans deux communes de la capitale. Le modèle Bien Grandir actuellement est mis en œuvre dans 3 communes de la Trois province de communes. Kinshasa. Ok. Mais en termes de zones opérationnelles dans le secteur de la santé, nous sommes dans 7 zones de santé, Ok. dans la Tchamba. Nous Ok. sommes dans la commune de Kimbanseke, la commune de Ndjim, la commune de Massina. Et c'est là qu'on trouve un grand nombre de la population hein, de Kinshasa, en fait. Hein. Oui, en fait, il fallait toujours commencer quelque Il fallait part. commencer Commencer quelque quelque part. part, Oui. comme c'est une approche pilote, nous avons voulu commencer quelque part là où il y avait beaucoup de vulnérabilité. Oui. Mais ça ne veut pas dire que les jeunes existent ailleurs qui n'ont pas besoin de ce conseil. Ah oui. On a voulu commencer quelque part et nous espérons que, avec les résultats que ça donne, que d'autres partenaires techniques et financiers vont l'adopter et le répandre. Ah oui. Pourquoi pas le gouvernement congolais, Ben oui. à travers le ministère partenaire avec lequel nous travaillons, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation. Oui. Le modèle est mis en œuvre déjà depuis 3 ans. Ben, enfin, les résultats vont certainement montrer si oui ou non il faut copier le modèle et implémenter ailleurs. Mais vous avez ciblé combien d'enfants? Parce que Tchango, comme je l'ai dit, c'est quand même, on a un grand nombre de population. Vous avez ciblé combien d'enfants ou combien d'adolescents pour implémenter ce modèle? Bon, la cible dépend du type d'approche. Ok. Avec les adolescents, donc la cible principale, nous avons 2 types d'interventions. D'accord. La première intervention, c'est appuyer à la dispensation du cours d'éducation à la vie familiale dans les classes où se trouvent les adolescents. C'est-à-dire nous travaillons avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire pour appuyer la dispensation des leçons cours d'éducation à la vie familiale. Ok, là donc la cible c'est des enfants scolarisés. Des enfants scolarisés. Ok. Donc là nous appuyons parce que les programmes existent, oui. mais souvent il les manque enseignants parfois, ne sont pas capacités, oui, c'est ça. Le support didactique n'existe pas, oui. et nous appuyons justement les ministères tenant compte des besoins. Pour renforcer les capacités des enseignants qui doivent donner ce cours. Et on met à leur disposition des programmes et des supports didactiques pour bien dispenser ces cours d'éducation. Et en termes de cible pour ce programme, nous parlons Bien Grandir plus, je pense. Parce que nous avons 2 projets. Nous avons il y a Bien Grandir et Bien Grandir plus. Pour ça, nous avons ciblé 100 écoles, 60 écoles primaires et 40 écoles secondaires. Si vous prenez la moyenne de 35 enfants par classe, vous avez un peu la cible des enfants qui bénéficient de cette intervention au cours d'une année scolaire. Okay. Pour Bien Grandir plus, nous sommes présents dans 250 écoles, 100 écoles secondaires et 150 primaires. Avec la moyenne de 30 à 35, vous voyez quelle est la cible qui bénéficie de cette intervention au cours d'une année scolaire. D'accord. Alors nous avons comme ça plusieurs années scolaires. Et on pouvait avoir une idée de la cible du programme. Ça, c'est la première intervention. La deuxième intervention, c'est organiser dans chaque école un club d'adolescents qui se réunit une fois par semaine. Les adolescents discutent de leurs problèmes. Nous avons mis à leur disposition des outils qui leur permettent d'amorcer des échanges, des discussions entre eux pour mieux comprendre les transformations qui se passent et les besoins qui peuvent naître et comment se prendre en charge. Ils se réunissent une fois la semaine dans un groupe de 30 adolescents, autant de filles que de garçons, pour discuter de leurs problèmes. Voilà. Donc, si nous avons est-ce qu'ils sont accompagnés dans ces discussions ou c'est vraiment entre eux C'est entre eux. Nous prenons parmi les... Ils élisent d'abord ceux que nous appelons les leaders de club. C'est eux-mêmes les membres du club et l'adhésion à ces clubs est libre. Ils élisent 6 personnes qui seront un peu comme des facilitateurs de discussion. Mais on prend soin d'avoir un accompagnateur, nous appelons un point focal au niveau de l'école, qui est l'enseignant du cours d'éducation à la vie familiale. Donc, il accompagne ces jeunes-là dans cet exercice. Ok, et donc ça c'est des jeunes scolarisés. Oui. Pour Bien Grandir, nous avons 100 écoles, dont nous avons 100 clubs des adolescents de 30 membres à peu près chaque année scolaire. Pour Bien Grandir plus, nous avons à peu près 428 clubs. Parce que dans les écoles secondaires, on met 2 types de clubs. Il y a des clubs pour les très jeunes adolescents qui se situent entre 10 et 14 ans. Il y a des clubs des adolescents, nous appelons âgés, entre 15 et 19 ans. Dans les écoles secondaires, on met 2 types de clubs. Dans les écoles primaires, nous n'avons que le club
des très jeunes adolescents, dont les enfants qui sont dans 5e et 6e primaire, qui sont les très jeunes adolescents. De 10 à 14 ans. Oui, à l'école primaire, c'est souvent 10 à 12. Hein. Oui. Bon, mais de quoi on parle dans ces clubs-là, des enfants de 10 à 12 ou 14 ans, par exemple? Il y a plusieurs thématiques qu'on a mis à leur disposition, entre autres, les transformations physiques chez l'adolescent. Ok? Les transformations physiques. Mais aussi les problèmes de santé qui peuvent survenir chez l'adolescent et où est-ce qu'ils doivent se rendre. Effectivement, les adolescents, les jeunes, les enfants sont souvent surpris lorsqu'ils remarquent des transformations dans leur corps parce que peut-être qu'à la maison on n'en a jamais parlé, parce qu'on a jugé que c'était des sujets tabous. Mais est-ce que ça ne pose pas justement de problème d'évoquer ces genres de sujets chez les enfants alors qu'ils sont en dehors de la maison? Est-ce que ça ne choque pas les parents qui peut-être au niveau des maisons ont déjà du mal, par exemple, à évoquer ce genre de sujet? Merci. Je voulais justement en venir. Là, je parlais des interventions avec les adolescents eux-mêmes. Ok. Mais avec leurs parents. Les enfants qui sont dans le club des adolescents, on identifie leurs parents. D'abord, ce sont leurs parents qui autorisent que les enfants prennent part à ces activités de club. C'est-à-dire une sensibilisation en amont, présenter les projets et les activités de projet dans la communauté, oui, chez les parents. Et les parents acceptent que son enfant participe. Et en même temps que l'enfant participe dans les activités de club, avec le même parent des enfants qui sont dans le club, nous organisons des séances de discussion et échanges sur les mêmes thématiques. Et on a fait pour ça des courtes vidéos de 5 à 6 minutes pour lancer ces discussions. Et les vidéos sont sur les thématiques du projet. Donc ça peut être la santé sexuelle et la reproduction en général, ça peut être la contraception chez les adolescents âgés, parce qu'il y en a qui sont sexuellement actifs déjà entre 15 et 19 ans, ça peut être la contraception. Ça peut être la discipline positive, quand l'adolescent se comporte comment le parent aborde les questions avec l'enfant. Est-ce qu'il faut frapper? Quand on frappe, quel résultat on a? Comment il faut appliquer une discipline positive avec l'enfant pour que le dialogue s'installe dans la famille? Donc nous avons comme ça des courtes vidéos qui nous permettent comment les parents eux-mêmes peuvent accompagner leur enfant à prendre la contraception. C'est possible ou ce n'est pas possible. Il faut engager ce dialogue. Donc les vidéos nous permettent de montrer ces échanges. C'est assez sensible là, parce que ce sont des échanges. Ils vont prendre des actions. Nous n'avons pas des choses à dicter aux enfants. Mais les parents, sur base de ces vidéos, voient les réalités de la vie, les témoignages d'autres parents, ce que d'autres parents font. Et ils discutent entre eux et arrêtent des actions par rapport à les adolescents. Est-ce que les parents ils sont conscients et ils admettent que les enfants en ont besoin parce qu'ils ont des enfants qui sont peut-être sexuellement actifs? Parce que là, il y a beaucoup de parents qui aiment se voiler la face, il faut le dire ainsi. Ils considèrent que voilà, ma fille, elle n'est pas encore dans ces histoires, elle ne connaît pas, alors que en réalité, c'est une fille qui peut déjà être sexuellement active. Est-ce que les parents arrivent facilement à admettre ça? Je pense que pour les parents qui sont enrôlés dans notre modèle, après l'échange et les discussions, ils prennent de plus en plus leurs responsabilités. Je pense que ce n'est pas l'ignorance souvent que les parents prennent des attitudes. Et ils ne savent même pas aborder ces problèmes avec leurs enfants. Mais avec notre approche, avec l'approche que nous proposons là, ça leur permet de discuter avec les enfants, de voir les véritables problèmes. En fait, ce programme n'a pas pour objectif d'inciter les enfants à avoir une vie sexuelle active. Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas non plus que les enfants puissent utiliser les méthodes contraceptives. Mais c'est donner toute l'information à l'enfant et que jamais, si l'enfant se retrouve dans une situation où elle doit se décider, qu'elle prenne des décisions responsables, en connaissance des causes. Et d'ailleurs, ça facilite aussi ou ça favorise le dialogue entre parents et enfants. Des sujets qu'on avait peut-être du mal à aborder avec ces genres de séances. Oui, effectivement, c'est ça l'objectif. Que le parent et les enfants aient les informations correctes, juste pour aider les enfants à bien grandir. L'objectif, c'est que les enfants grandissent bien. Parce que vous pouvez faire semblant de ne pas connaître les problèmes de l'adolescent, mais il n'y a aucun enfant qui, pour aller prendre ses relations sexuelles, demande l'avis de son père ou de sa mère. Aucun enfant va dire, maman, maintenant j'ai envie de faire ceci, cela. Non. Alors, mais les enfants, ils vont. Et s'ils se retrouvent seuls, ils doivent se décider. S'ils n'ont pas la bonne information, ils prennent quelle décision? Mais entre-temps, il n'y a pas que des grossesses. Il y a aussi des maladies. Les enfants peuvent mourir. Et il y a aussi... Quand ils ont pris des risques,
Oui. Ils vont appliquer parfois des avortements clandestins Clandestin. qui peuvent amener au décès, Ah oui. qui peuvent amener la stérilité. Qu'est-ce qui est mieux de faire? D'abord se prendre avec les adolescents ou faire semblant et subir les conséquences. Je pense que les parents qui sont suffisamment informés Mhm. préfèrent collaborer avec leurs enfants, discuter de ces problèmes. Comme ça, les enfants optent pour des bonnes pratiques. Ah oui. Les bonnes pratiques, c'est quoi? Se retarder le plus possible les premières relations sexuelles. Ok. Avec les dangers que ça présente. C'est ça d'abord pour les jeunes adolescents que nous cherchons. Mais Mhm. pour ceux qui sont déjà actifs ou qui se trouvent dans une situation où ils doivent prendre des relations sexuelles, qu'ils les fassent De en manière prenant toutes les responsable. mesures avec toute responsabilité. Bah Mais qui oui. savent. Qu'est-ce qu'ils attendent s'ils ne font pas ça? D'accord. Voilà. C'est ça l'information, la bonne information qu'on apporte aux adolescents et aux Mhm. parents des adolescents. Merci de nous avoir partagé cette expérience, l'expérience de ce modèle bien grandir, mise en œuvre dans la partie à Tchango, hein? Tchango. Oui, ici à Kinshasa, ce modèle qui cible des adolescents de 10 en principe jusqu'à 18 ans, mais vous allez jusqu'à 19 ans pour la transformation de normes sociales néfastes et le renforcement de normes sociales positives, bien sûr, dans la communauté, surtout auprès des jeunes adolescents qui sont la cible première de ce modèle dont nous avons parlé au cours de cette émission Santé plurielle. Je rappelle que Hippolyte Mouakanzal, c'est lui le coordonnateur du programme de santé sexuelle et reproductive des ados au sein de l'organisation internationale Save the Children, qui d'ailleurs signifie sauver les enfants. Et votre mission, c'est de sauver les enfants. Assurer la protection des enfants dans ce secteur. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous pour un autre numéro de Santé plurielle. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.